Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de J'ai rien compris, et aujourd'hui on va aborder un sujet d'actualité. Enfin on a quand même quelques mois de retard puisque le scénariste de l'émission est une grosse flemmasse. Aujourd'hui donc, à l'occasion de la sortie récente de sa suite, on va parler du chef-d'œuvre de la science-fiction qu'est Blade Runner. Blade Runner est un film américain sorti en 1982 et réalisé par Ridley Scott, un réalisateur britannique très porté sur le visuel, et c'est d'ailleurs une critique récurrente qu'il subit, et dont la longue filmographie fait le grand écart entre merveille et boussasse de l'espace. A noter que ses étrons cinématographiques datent plutôt de ces dernières années, c'est dire qu'il est plus tout jeune le bonhomme. Mais il fut un temps où son cinéma était considéré comme fringant, et Blade Runner sort tout droit de cette époque. Il est important de noter que le film a rencontré beaucoup de difficultés de production, et que parmi les 7 versions qui en existent, on va faire le focus sur le Final Cut de 2007, car il représente le mieux la vision de Scott, et les producteurs ont moins eu l'occasion de fourrer leur peluche vénale dans le montage. Ce qu'il a été coriace le bougre. Le film commence par un carton nous expliquant que l'action se déroule à Los Angeles en 2019 alors que l'humanité a pour ainsi dire détruit l'écosystème terrestre et rendu la Terre à la limite de l'habitable. La Tyrell Corp, dirigée par Tyrell, est une entreprise qui fabrique des réplicants, des humains artificiels au moins aussi intelligents et forts que leurs créateurs, et qui sont utilisés comme esclaves pour la construction de colonies sur de nouvelles planètes. Suite à des rébellions, les réplicants sont interdits sur Terre et des unités spéciales de la police du nom de Blade Runner ont pour mission de traquer et exterminer tout réplicant récalcitrant. Au début du film, on apprend que 4 réplicants ont tué 23 personnes, volé une navette sur une colonie et sont rentrés sur Terre pour une raison mystérieuse. Le Blade Runner Rick Deckard, joué par Harrison Ford, est alors chargé de les retirer, comme on dit dans le jargon. Mais comment différencier un réplicant d'un être humain alors qu'ils sont identiques en apparence, me direz-vous ? Eh bien, Deckard a en sa possession une machine permettant de faire passer à un sujet le test dit de Voight-Kampf, qui consiste en une série de questions destinées à susciter une réponse émotionnelle chez le sujet qui sera différente s'il est un humain ou un réplicant, et ce puisque ces derniers ne développent pas de réponse émotionnelle mature à cause de leur faible durée de vie, limitée artificiellement à seulement 4 ans. Le chef de Deckard lui conseille d'essayer la machine sur un réplicant présent à la Tyrell Corp afin de vérifier si elle fonctionne bien. Ça te paraît pas un petit peu faible comme échantillon de test ? Le réplicant en question est une femme du nom de Rachel, et il s'avère qu'elle n'est même pas au courant de sa nature de grille-pain dernier cri. Tyrell explique alors que cela est dû à l'implantation de faux souvenirs dans sa mémoire, ce que Deckard confirme à Rachel plus tard lorsqu'elle lui rend visite chez lui. Et là il se passe quelque chose de très important pour la compréhension du film, Rick Deckard s'endort. Waouh. Et il fait un rêve plutôt étrange à base de licornes gambadant dans les prés. Alors que le spectateur se demande où se procurer le même whisky que Deckard, Je veux. l'enquête se poursuit et parvient à remonter la trace de Zora, l'un des 4 réplicants en fuite, cachée en tant que danseuse dans un club. Après une petite course-poursuite, Deckard parvient à la zigouiller et... Attends. Agrandi aux coordonnées 224-1-76. Stop. Recule vers la droite. Stop. Agrandi 342-118-218. Attends une minute. Mais c'est pas du tout la même personne que dans le club. Ça veut dire que Deckard a tué une passante innocente. À moins que ce soit un message caché du réalisateur qui nous permettrait de débloquer des nouvelles grilles de lecture du film. Ou alors... Oh, mon dieu, les réplicants peuvent changer d'apparence. Mais ça veut dire que... C'est un cascadeur. Ah. Par contre fais gaffe, il y a Léon derrière toi. Deckard est sauvé de ce deuxième réplicant qui passait par là par un Rachelus ex machina des familles. Ils se rendent alors tous les deux chez Deckard, à qui son chef a annoncé que Rachel est maintenant aussi sur la liste des réplicants en fuite et donc qu'il doit l'éliminer. Il décide cependant que Rachel l'ayant sauvée, il est plutôt disposé à la laisser fuir. Et là il se passe quelque chose de très important pour la compréhension du film, Rick Deckard s'endort. Waouh. Ce dernier jette son dévolu sur Rachel dans une scène plutôt dérangeante puisque cette dernière n'est pas des plus consentantes. Pendant ce temps-là, les 2 réplicants restant en fuite, répandant au nom de Roy, un modèle de combat et chef de la bande, et Pris, modèle de plaisir, cherchent à entrer dans la Tyrell Corp. Pour cela, ils se rendent chez un collaborateur proche du grand Manitou Tyrell, un jeune homme du nom de Jeff Sebastian. C'est d'abord Pris qui entre en contact avec lui, se faisant passer pour une vagabonde et jouant de ses charmes. Il est intéressant de noter que Jeff est atteint du syndrome de Mathusalem, une maladie qui diminue sa durée de vie à cause de ses glandes qui vieillissent trop vite, ce qui justifie son empathie pour Roy et Pris.
JF accepte d'emmener Roy voir Tyrell et on apprend alors enfin la réelle motivation des réplicants revenus sur Terre. I want more life, Father. Quand Tyrell explique à Roy qu'il lui est impossible d'allonger sa durée de vie, ce dernier le dézingue en lui foutant littéralement le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Apprenant la mort de Tyrell et de JF, Deckard est chargé de se rendre enquêter au logement de ce dernier où Pryce se trouve toujours. Deckard parvient non sans difficulté à s'en débarrasser malgré la technique de combat de Pryce qui semble être des plus efficientes. C'est du takamate mes salto. Allez, 6 sur 10. Roy rentre chez JF à son tour et le grand combat final peut commencer. Plutôt remonté contre Deckard à cause de la mort de ses amis, Roy décide de se laisser aller à un certain sadisme et de jouer au chat et à la souris avec Deckard. En plus, Roy a l'avantage dans ce duel puisqu'il est un répliquant de combat tandis que Deckard est un guignolo qui perd son flingue en faisant la grimpette. Toutefois, Roy, qui approche de sa date de péremption, sent la mort engourdir son corps progressivement. La course-poursuite les mène sur le toit du bâtiment où Deckard, sachant qu'il n'est pas de taille, tente de fuir en sautant sur le toit d'en face. Mais bon, ça glisse. Roy tient alors Deckard à sa merci. De rien. Roy va donc pouvoir assister à la chute de Deckard et obtenir ainsi sa vengeance, alors que ce dernier glisse de plus en plus, sans personne pour pouvoir lui porter secours. Il se passe alors quelque chose de zédifiant. Roy rattrape Deckard au dernier moment, le remonte sur le toit, et s'assied à ses côtés, en slip, une colombe à la main. Et avant qu'on ait eu le temps de se dire « what the fuck », il nous livre son fameux monologue qu'aucun mot ne saurait résumer, donc... All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Roy meurt, Deckard retrouve Rachel chez lui, prend la fuite avec elle, trouve un origami en forme de licorne devant sa porte, et c'est la fin de Blade Runner de Ridley Scott. Alors tout a déjà été dit sur le film, on ne pourra donc que compiler les interprétations qui nous semblent être les plus pertinentes, à commencer par la question qui brûle les lèvres des spectateurs depuis des décennies, à savoir... Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Exactement. Attends. Quoi? Eh bien la réponse à la question de la nature de Deckard dépend de la version du film que l'on regarde. Comme on l'a dit en introduction, 7 versions du film existent, mais seulement 3 se démarquent. La theatrical release de 1982, la director's cut de 92 et le final cut de 2007. Les 2 dernières versions sont très proches et seulement quelques changements visuels ont été apportés. Et franchement, pour le meilleur. C'est donc surtout entre la theatrical release et la director's cut que le personnage de Deckard change le plus. Mais commençons par regarder les arguments suggérant que Deckard est un répliquant. On a tout d'abord le fait qu'il ne passe jamais le test de Voight-Kampff pendant le film, et lorsque Rachel lui demande le coquin préfère piquer un roupillon. Mais bon, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, me direz-vous. On a également le fait que Roy ne tue pas Deckard à la fin du film. Il a peut-être reconnu la nature de son adversaire au dernier moment et se refuse à tuer l'un des siens. Mais on reviendra sur ce passage plus tard. Ensuite, il y a les yeux. On remarque que les yeux de tous les répliquants du film voient leurs pupilles briller d'une étrange lueur à un moment ou à un autre. Et dans cette scène de dialogue entre Rachel et Deckard, il est cependant impossible de savoir si c'est là une intention de Ridley Scott ou une erreur due au dispositif pour réaliser cet effet sur le plateau de tournage. Enfin, il y a l'argument principal, le rêve de la licorne, suivi plus tard dans le film par la découverte de l'origami également en forme de licorne laissé par Gaff, un collègue de Deckard qui se plaît à le taquiner à grands coups d'origami tout au long du film. L'origami pourrait indiquer que le rêve de la licorne est en réalité un souvenir implanté et que Gaff tente de faire comprendre à Deckard sa nature de répliquant. Il est intéressant de noter que Rachel a été dans une situation similaire plus tôt dans le film, lorsqu'elle raconte un souvenir d'enfance avec une araignée qui s'avère être également un implant. Le problème d'un symbole aussi vague que celui d'une licorne, c'est qu'il peut être interprété de bien des manières, certaines ne suggérant pas du tout que Deckard puisse être un répliquant. En effet, comme la licorne est un animal libre, magique mais irréel, le rêve de Deckard peut être vu comme un fantasme de liberté, d'échappatoire ou de retour à la nature impossible. Et l'origami appuie sur la futilité et l'impossible idéal que poursuit Deckard en fuyant avec Rachel. On notera également que le rêve de la licorne était tout bonnement absent de la theatrical release de 1982, enlevant de ce fait tout le questionnement sur les souvenirs implantés. On ajoutera aussi que dans le livre de Philip K. Dick dont le film est adapté, Do Androids Dream of Electric Sheep, Deckard est clairement décrit comme non répliquant puisqu'il passe avec succès le test de Voight-Kampff. Alors répliquant, pas répliquant, le film a l'intelligence de ne pas trancher, et c'est ce qui participe à en faire un grand film. D'ailleurs, même lors de la production du film, les différents intervenants n'étaient pas du même avis sur ce point, Ridley Scott pensant que He's a replicant. alors que Harrison Ford était de l'avis contraire. So I resisted the idea of being a replicant.
Le désaccord entre les deux hommes a sans doute participé à l'ambiguïté du film à ce propos. La fin du film a fait et continue de faire couler beaucoup d'encre. Il est bien connu que le monologue de Roy fut en partie réécrit par Rutger Hauer, son interprète. Dans la version originellement écrite par les scénaristes, Roy se contentait d'énumérer ses accomplissements de manière fière et condescendante envers Deckard. Le génie de Hauer fut d'épurer le monologue en se focalisant plus sur le ressenti, les émotions et la peur de la disparition pure et simple des souvenirs que ressent son personnage, plutôt que de débiter une série de « j'ai vu ci, j'ai vu ça » qui le rendrait plutôt vantard. Au final, la tirade de Roy dans sa version définitive contribue à brouiller toujours plus la limite entre l'homme et le répliquant. Le tout allié à un jeu d'acteurs au poil et à la musique magnifique de Vangelis font de cette scène l'une des plus importantes de l'histoire du cinéma. Rien de moins. Mais alors pourquoi Roy sauve Deckard alors qu'il essaie de le buter depuis 20 minutes ? C'est aussi un point un peu difficile à comprendre et laissé volontairement flou par ce trublion de Ridley, et plusieurs interprétations sont possibles. Dans le cas où Deckard serait un répliquant, il est possible que Roy ne s'en aperçoive qu'au dernier moment et refuse de tuer l'un des siens. Il aurait ainsi une sorte de code moral qui l'interdirait de tuer des répliquants. D'ailleurs, bien que Roy soit une vraie machine à tuer dans le film, on remarquera qu'il ne s'attaque qu'aux humains. Mais cette vision me semble un peu trop facile et diminuerait l'impact du cheminement moral de Roy au cours de la scène. On peut aussi penser, et c'est plus intéressant de voir les choses comme ça, que Roy se rend compte du désir de vivre de Deckard, qui est au fond identique au sien, et que, répliquant ou pas répliquant, tout être vivant éprouve lorsqu'il est au pied du mur. Il décide alors d'aller à l'encontre de sa programmation de robot de combat et de sauver Deckard. Cet acte s'aligne d'ailleurs bien avec le monologue qui suit et que l'on vient d'évoquer, puisqu'il participe aussi à faire tendre le personnage de Roy vers l'humain. Au final, Roy pensait que pour devenir humain, il lui fallait obtenir une durée de vie semblable à celle d'un humain, et il s'est fourvoyé. À la fin du combat, il comprend ce qui fait que l'on peut être qualifié d'humain et qui lui manquait jusqu'alors, c'est-à-dire l'empathie, et il atteint son but ultime en sauvant Deckard. Blade Runner est un film très riche en symbolique, et cette richesse sert à appuyer le propos du film car c'est un moyen pour le cinéaste de suggérer sa vision personnelle de l'histoire. On l'a bien compris, Ridley Scott est plutôt rangé du côté team répliquant. Il va retranscrire cette idée en entourant les répliquants de symboles religieux, voire christiques, comme par exemple le clou enfoncé dans la main de Roy et la colombe qui apparaît dans ses bras et s'envole au moment de sa mort. Les yeux relèvent également d'une importance primordiale dans le film. Il est intéressant de noter que ce sont ceux des répliquants, et non des humains, qui brillent, ce qui est souvent associé à un signe de force intérieure et de passion. Le film nous dit par là que les répliquants sont Les animaux sont aussi omniprésents dans le film. Tout comme les répliquants, ils sont considérés comme étant des êtres inférieurs à l'homme, et c'est pour ça qu'ils les fascinent. Et dans un monde où tous les animaux ont quasiment disparu et sont remplacés par des copies artificielles, les répliquants rêvent d'animaux réels, ce qui représente leur désir de devenir humain. D'une certaine manière, le film répond ainsi négativement à la question posée sur la couverture du livre de Philippe K. Dick. Parlons un peu des origamis. Ils sont réalisés par le personnage énigmatique de Gaff, un autre policier qui suit de loin l'enquête de Deckard. Il laisse à plusieurs reprises des origamis à l'attention de ce dernier, chacun ayant une signification bien particulière. Il désigne successivement la lâcheté de Deckard lorsqu'il refuse dans un premier temps de remplir sa mission, son désir libidineux après sa première rencontre avec Rachel, puis la fameuse licorne dont on a déjà parlé. Attends mais, comment il fait pour être autant au courant de ce qui se passe dans la vie de Deckard ? On les voit presque jamais ensemble avant dans le film. Eh bien, ça pourrait être un argument supplémentaire quant à la nature de répliquant de Deckard. Si Gaff connaît les souvenirs qui sont implantés dans sa mémoire, il pourrait s'amuser à le taquiner, voire à essayer de le lui faire comprendre. It's too bad she won't live. But then again, who does? Qu'est-ce qui fait qu'un film devient un chef-d'œuvre ? Comment peut-il entrer au panthéon des classiques de la science-fiction, voire du cinéma tout entier ? Ces questions sont évidemment ouvertes et on n'aura pas la prétention d'y apporter une réponse définitive ici. Cependant, quelques éléments de réponse peuvent être apportés dans le cas de Blade Runner. Selon nous, c'est avant tout le propos assez vertigineux sur la nature de l'homme, mais aussi le fait que les questions que pose le film soient volontairement laissées ouvertes qui le rendent si particulier. Et franchement, ça fait plaisir de voir un film qui prend pas son spectateur pour un con en lui prémâchant des réponses toutes faites et forcément décevantes. On pourrait également parler de son style visuel très novateur à l'époque, ce mix entre film noir et science-fiction qui participera à démocratiser le genre du cyberpunk. Si c'est aussi génial, il a dû faire un carton. Bah c'est tout l'inverse. Le film a été très mal reçu à sa sortie initiale en 1982. C'est peut-être dû à sa version qui ne correspondait pas parfaitement à la vision de Ridley Scott et faisait perdre de sa verve au film, notamment avec son happy ending capillotracté et la voix off d'un Harrison Ford à la motivation végétative. Peut-être le public n'était-il pas prêt à voir Ford incarner un personnage lâché faible après les succès des 2 premiers Star Wars et d'Indiana Jones. Mais selon nous, c'est avant tout le propos subversif du film qui, comme c'est souvent le cas, l'a desservi en premier lieu. Quand on y réfléchit, outre sa vision très pessimiste sur l'avenir de l'humanité, le film désacralise complètement
uniquement l'humain, puisqu'il nous dit que l'homme ne vaut pas mieux que le répliquant, sa création. Et même si ce message est un peu caché en filigrane dans le récit, il a dû faire son petit bout de chemin dans le subconscient des critiques et spectateurs de l'époque, pour qui la pilule a dû être assez difficile à avaler. Heureusement, le film a tout de même réussi à se hisser au fil des années au rang de classique, au point qu'aujourd'hui il se dispute fréquemment la place de meilleur film de SF de tous les temps, avec 2001. Bah, il est pas parfait. Il doit quand même y avoir des défauts, non? Évidemment. On pourrait parler de la relation entre Rachel et Deckard qui semble un peu forcée et dont la gêne culmine au moment de la scène de séduction qui relève plus de l'agression que de l'amour naissant. Ensuite, et bien que je ne le classerai pas personnellement dans la catégorie des défauts, certains spectateurs d'aujourd'hui pourront trouver le film un peu lent. Mais il faut garder à l'esprit que c'est un film qui relève plus de l'œuvre d'art que du simple divertissement. Typiquement le genre de défaut que la suite n'a pas. Oh non. Bah quoi? Je voulais pas en parler de la suite. Bah, pourquoi? Bah... J'ai mis de l'ancien, bien sûr, pas du nouveau, parce que le nouveau, c'est bon... Bah, si, allez, vas-y, dis ce que t'en as pensé. Bon... Les personnages secondaires sont clichés au possible, il y a une réplicante qui fait du kung-fu, ça n'a pas de sens, l'écriture du personnage de Jared Leto est ridicule, cette histoire de rébellion des réplicants est stupide, le film prend son spectateur pour un demeuré en répondant bien gentiment à toutes les questions que le scénario pose, sauf bien sûr à la question sur la nature de Rick Deckard, auquel le film n'apporte rien par peur de froisser les fans du premier. Bref, j'ai pas aimé, et le fait qu'il soit de meilleure qualité que la plupart des suites et remakes qu'on a eu des grands classiques de la SF ces dernières années ne suffit pas à en faire un bon film. Non mais Denis quoi, Denis, qu'est-ce que tu fous? T'étais cool avant. Va falloir faire gaffe avec Dune. Oh waouh. Désolé, fallait que ça sorte, mais Blade Runner est vraiment un film unique qui se suffit à lui-même. Réussir un film revient toujours à une notion d'équilibre. Équilibre entre quoi dire au spectateur et quoi lui faire comprendre, entre quoi mettre dans le champ et quoi suggérer, combien de temps laisser durer un plan pour que les émotions s'ancrent dans le spectateur sans tomber dans la surenchère. Et Blade Runner est un film qui, assez miraculeusement, réussit à trouver cet équilibre pour le moins précaire. Et quelque chose d'assez inquantifiable se produit sur ce toit lorsque Roy déclame son célèbre monologue. D'une façon presque mystique, le film décolle et on a l'impression qu'il devient quelque chose de plus qu'un film, que le total est supérieur à la somme des parties. Et ça, c'est beau.